Suite de notre voyage parmi les kanji. On en a fait plus de 2000. Si vous avez loupé le début, il y a la playlist intégrale sur YouTube et c'est entièrement gratuit. Et ouais. Donc, pour soutenir la chaîne, un petit like, un petit commentaire, un petit follow, tout ça, ça aide. Voilà. Donc, on va voir un nouveau petit composant. Un petit composant. Avec 3 traits qui ressemblent un petit peu au katakana tsu. Donc, 2 traits comme ça en biais, et après, un trait comme ça dans l'autre sens. C'est pas très joli ce que j'ai fait. Voilà, ça c'est un peu plus juste. Hein, le katakana tsu, il est comme ça. On va pas jusque là, hein. On s'arrête juste là. Okay. Ces 3 petits traits vont symboliser une chouette, l'animal. Ok? Une chouette. Le premier kanji qu'on va avoir avec ce composant, donc on va ajouter à cette chouette, je suis plus sûr de l'ordre des traits, on verra après, le kanji du fruit, hein, le kuda de kudamono qu'on a vu il y a quelques temps, avec la rizière et en dessous un arbre. Je suis plus exactement sûr de ce que je fais au niveau des traits, mais il me l'a reconnu, donc ça va. Voilà. Ce kanji désigne un ni. Eh oui, un ni, nest en anglais. Ni en japonais, ça va se prononcer tout simplement ce. Ce qu'il y a d'autres kanji pour ça, donc on va pas retenir ça. Et on a la prononciation on qui est so, qu'on trouve dans pas mal de noms. Je vais regarder. Ah non, je n'ai pas si mal fait que ça. Il y a effectivement un seul trait vertical. Je ne suis pas trop trompé. J'ai peut-être pas fait le bon ordre, mais c'est pas grave. Donc cette prononciation so, on la trouve dans des mots composés, comme par exemple ranso. Ranso, c'est le nid à œuf. Qu'est-ce que ça désigne? Les ovaires. Et ouais, l'endroit, le nid dans lequel se créent les œufs, mais dans l'anatomie des mammifères. Voilà. Et des êtres humains. Ranso. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme expression? Akisu, par exemple, qui veut dire un nid vide. Par exemple, quand vous quittez la maison et que ça peut, par extension, c'est si vous avez quitté votre maison et que des cambrioleurs ont profité pour la cambrioler à ce moment-là. Pas cool. Mais bon, ça arrive. Donc, notre petit nid, eh bien, on a un truc assez visuel là. On a notre chouette, notre hibou, si vous préférez. On peut dire le hibou si c'est mieux. Le hibou qui fait son nid dans des arbres fruitiers, par exemple. On peut imaginer ça, dans un joli pommier. Ok? Allez, on avance. Le principe, c'est comme d'hab, hein, d'avoir des histoires mnémotechniques qui marchent pour vous. Donc, si les arbres fruitiers, ça marche pas, vous pensez à autre chose. Mais bon, là, on a un truc bien imagé, bien simple, donc autant en profiter. Donc, on va encore avoir notre chouette, notre hibou. En dessous, on va encore avoir le jour, ou comme vous voulez, mais ou la rizière. Mais, oups, c'est très moche ce que je fais. Voilà, on va faire un trait bien plat en dessous. On termine notre rizière, et en dessous, ça nous fait une croix, comme le chiffre 10 ou l'aiguille. Coucou dans le chat, Adei. Konnichiwa. Voilà. Donc, celui-là. Qu'est-ce qu'il veut dire ce petit kanji? Eh bien, c'est le tan du mot kantan. Kantan janai. Kantan, ça veut dire c'est simple, quelque chose de simple, de facile. Hein? Cette lecture hito, ouais, hein? C'est jamais trop vu avec ça. Mais la lecture tan, on la trouve pas mal, surtout avec le mot kantan. Totemo kantan desu, l'adjectif invariable, un adjectif qui va prendre na quand vous voulez le mettre avant un nom pour le qualifier. Hein, un problème simple, kantan na mondai desu. Totemo kantan na mondai desu. Et non pas kantan mondai. Voilà. Donc, quelque chose de très simple. Pas compliqué, quoi. Hein. Eh bien. Donc on a notre hibou
dans la rizière et on a 10. On pourrait se dire, c'est simple de compter les rizières. Tu as un hibou par rizière, donc 10 hiboux. Si tu vois 10 hiboux, ça veut dire que tu as 10 rizières. On peut se dire ça, que c'est simple comme ça, même si je pense pas que les rizières soient de bons habitats pour les hiboux, mais on va imaginer que dans chaque rizière, il y a un petit arbre fruitier là, qui va permettre à notre hibou de faire son nid. Et voilà, nos histoires se répondent. On a créé nos petites images mentales et ça peut marcher. Ensuite, cette simplicité, on va la retrouver dans le kanji suivant. Et oui. Donc, simple. Hop. 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 Notre kanji de la simplicité à gauche et à droite. Et Daredake. Coucou Yamisuke-san dans le chat. Yokoso. Donc, simple et à droite, on va avoir la fiesta. La fiesta, c'est un composant qui fait partie de toute une série avec la flèche, Thanksgiving, tout ça, qui se ressemble beaucoup, qui est pas évident à distinguer. Bon, simple fiesta. Ok. Qu'est devenu notre simple fiesta quand les gens étaient un peu arrosés? Eh bien, c'est devenu une bataille, une guerre. Ikusa, la bataille, la guerre. Vous voyez, on a tatakau, se faire la guerre. Bon, ça c'est des lectures beaucoup plus rares. La lecture la plus courante pour ce kanji, c'est cette lecture on qui est sen, comme dans le mot senso. Senso, la guerre. Senso, ça c'est un mot très, très courant. Et voilà, une simple fiesta, une simple fête qui a dégénéré et qui est devenue une guerre totale. Donc vous imaginez ce que vous voulez comme histoire. Peut-être que c'est à cause de l'alcool, peut-être que les gens se sont engueulés parce qu'ils n'étaient pas de la même opinion politique. Vous faites comme vous voulez. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un hôtel. L'hôtel, A-U-T-E-L, pas l'hôtel dans lequel on dort. L'hôtel sur lequel on célèbre une cérémonie religieuse. Hop. Et à droite de cet hôtel, on a la simplicité. Et ça, c'est un kanji aussi qui peut se comprendre assez facilement, même si on ne le voit pas très souvent. Imaginez, vous allez dans un endroit religieux, un temple, et vous voyez qu'il est extrêmement dépouillé, que l'autel est d'une très grande simplicité. Ça va être quel genre de temple? Eh bien, ça va être un temple zen. Et oui, le zen. L'autel et la grande simplicité. Le zen, c'est du dépouillement, c'est des choses silencieuses. Voilà, donc cette lecture zen que vous allez retenir. Yuzuru Shizuka, non, pas tellement. On a aussi le zazen, qui est l'exercice dans le zen où on est assis. Assis par terre. Za, c'est suaru, s'asseoir. Donc le zen, assis, le zazen. Wali walu. Les autres prononciations, c'est quand même pas trop... je les ai jamais trop rencontrées personnellement. Donc on va faire l'impasse, en tout cas, on va pas trop s'encombrer avec. Puis une fois qu'on a retenu le zen, ça se prononce zen puisque ça vient du japonais, bien sûr. Allez, on continue. Donc, cette fois-ci, à gauche, on va avoir le composant de l'arc, Yumi, l'arc et les flèches. Et à droite, on va avoir quelque chose de très simple. Au niveau du sens, on a toujours notre simplicité. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, quoique. Ce kanji sert à faire le verbe hiku, mais pas juste le verbe hiku pour tirer quelque chose à soi, par exemple. Là, c'est hiku qui veut dire jouer d'un instrument à cordes, ok,
Et l'autre idée qu'on a avec, c'est tout ce qui concerne des projectiles, notamment des balles qu'on tire avec un pistolet. Vous voyez qu'il y a cette lecture. Tama, c'est ce qu'on va utiliser, ce kanji qu'on va utiliser pour désigner les balles d'un pistolet, d'un revolver, d'une arme, quoi. On a aussi hajiku, qui veut dire, où c'est l'idée de quelque chose qui rebondit contre une surface qu'elle ne peut pas pénétrer. Comme par exemple l'eau qui est rejetée par un imperméable. Donc il n'est pas toujours sympa ce kanji parce qu'il a des sens assez variés en fonction du contexte. Avec la lecture dan et tan, c'est plutôt dans cette idée de, je trouve, de munitions, de projectiles. Je pense au mot, je crois que c'est danso, quelque chose comme ça. Non, pas celui-là. Non, pas celui-là, pardon. Ah bah si, il y a danso qui veut dire... Il n'y en a pas un autre? Oui, voilà. Je pensais à danso qui était le... Je sais même pas comment on appelle ça. Je connais rien aux armes, donc peut-être le magasin d'un revolver, ça s'appelle comme ça. En tout cas, l'endroit dans lequel sont stockées les balles dans le revolver. Hein. Ça, c'est un réservoir, un cellier Kura. Le Kura de Kamakura. Voilà notre petit kanji. Donc si on devait retenir un seul sens, on va retenir celui de balle de revolver, projectile, d'accord? Une balle de revolver. Bon. Ou un boulet de canon si vous voulez. Ah, c'est pas mal ça, un boulet de canon aussi. Ouais, j'aime bien le boulet de canon, c'est un peu plus gros. Donc, historiquement, on se tirait dessus avec des arcs et des flèches. Et puis, une fois que les armes à feu sont arrivées, on a trouvé ça plus simple de se tirer dessus avec des boulets de canon parce que c'était plus effectif. Voilà. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé Ran de Kurosawa Akira, un film incroyable, ultra spectaculaire, où il y a plusieurs sur des guerres fratricides. C'est inspiré du Roi Lear de Shakespeare, vraiment je vous le recommande. Donc dès que je pense à des grosses scènes de bataille avec des samouraïs et des armes à feu aussi, je pense à ça. Voilà. Le suivant. C'est bien d'avoir des kanji si jolis, si tard. Là, on va avoir un arbre, hein, la clé de l'arbre. À droite, on va avoir le hibou. Et sous le hibou, une femme. Et là, on a une image très poétique. Imaginez que vous êtes dans une forêt avec des arbres et vous voyez une très belle femme avec un hibou, avec une femme avec un beau kimono, avec un hibou sur l'épaule. Et elle est entourée de quel type d'arbre? Je vous le donne en mille. Les sakura, bien sûr. Les sakura, les cerisiers. Hein, les cerisiers en fleurs. Sakura, en fonction du contexte, ça va désigner l'arbre. Le plus souvent, c'est l'arbre. Parfois, ça va désigner directement les fleurs. On peut dire Sakura no hana, si on veut. Voilà. Donc, moi, je me suis fait simplement... Bon, comme c'est de la botanique, alors d'habitude, souvent, je râle sur les kanji un peu botaniques et tout. Bon, la Sakura, faut le connaître quand même. Hein, voilà. Et vous pouvez faire une belle image d'une femme... je sais pas, une guerrière peut-être, j'en sais rien... ou une actrice avec un beau kimono, enfin, n'importe quelle femme qui vous inspire dans une forêt de cerisiers japonais. Vous faites toute l'image la plus stéréotypée que vous voulez, hein, vraiment le truc avec les petits pétales. Hein. Vous imaginez qu'il y a un hibou qui vient se poser délicatement parmi les pétales sur l'épaule de cette femme qui se balade dans les sakura. Le suivant, il est un petit peu plus violent. Donc, j'ai ma chouette, là, mon hibou. En dessous, une rizière. Cette fois-ci, on l'a fait en entier, la rizière, hein, toute seule. On n'utilise pas les traits avec les autres. En dessous de ma rizière, j'ai le trait 1, et en dessous, j'ai la bouche. Et à droite, je vais avoir un petit chien. Et oui. Tout rikiki, tout... Putain, je l'ai vachement bien dessiné pour une fois. Très content. Tout comprimé sur la partie droite. Et franchement, je suis fier de moi là.
Il est bien mon kanji. D'ailleurs, il a été bien reconnu. Merci jisho.org. Donc, ce petit kanji là, c'est la bête. Une bête, un gros animal, un peu féroce. Hein. Kemono. Kemono, la bête. On a aussi la lecture Ju qui est assez courant. Notamment un vétérinaire, ça va être Jui, un médecin des bêtes. Jui Gaku, les études vétérinaires. Donc voilà, donc on a une bête, on a un peu de férocité là. Moi j'ai pensé à une chouette énorme, un peu un vrai rapace un peu cruel, qui se baladait au-dessus de la rizière, hein, parce que logique, elle a ses abrutis à proximité, tout ça, bon, ok, hein, les images précédentes. Et j'ai pensé qu'elle allait foncer sur un petit chien, un petit chihuahua, et qu'elle n'en ferait qu'une bouchée. Parce que c'était une bête féroce, voilà. Donc ma bête féroce, qui fonce sur le petit chien et le dévore, gloups, et avale d'un coup. Ça peut rester, ça. Ensuite, on a la lune. Donc, lune, partie du corps. Ensuite, j'ai ma chouette, mon hibou. Et en dessous, ouais, j'ai une botte de foin et la pelle. Hein. Et cet ensemble-là, ça voulait dire quelque chose de vilain, un méchant. Le vilain, le méchant dans une histoire, un conte, un dessin animé Disney, tout ce que vous voulez. Hein, the villain en anglais. Un vilain, un méchant. Donc, tout ça, le cerveau. Et ouais. On va quasiment toujours le lire. No, celui-là. Nozu, qu'est-ce que c'est que ça? Jamais vu. Avec la lecture Do, jamais rencontré non plus. No, tout seul, hein. Le cerveau. No. Qu'est-ce qu'on peut avoir? No Kagaku. Hein, la science du cerveau. No Kagakusha, voilà. On doit avoir des neurophysiciens comme Nobu. Ah non. Ouais, non. Chino, l'intellect. Ah bah non, Chino, c'était avec le nom de Noryoku, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Noshi, la mort cérébrale. C'est pas gay tout ça. Mais surtout, on le voit tout seul. Hein. No Sochu, une hémorragie cérébrale. Ah, c'était plutôt ça, oui. No Gekai, un chirurgien du cerveau. Bref, donc, moi j'ai pensé que mon vilain, mon méchant dans mon Disney ou dans mes histoires, dans mes contes, tout ça, la partie du corps qu'il avait la plus développée, c'est quand même souvent le cerveau, puisqu'ils font toujours des plans sur la comète, pas possible. Bon, il leur manque une forme d'intelligence émotionnelle qui fait que généralement ça leur pète au nez au bout d'une heure, mais voilà. Et j'ai pensé, et parfois les méchants, ils ont aussi un animal qui les accompagne. Et là j'avais pensé un peu à Jafar dans Aladdin, parce qu'il a son perroquet Iago. Donc le perroquet, là c'est un hibou, voilà, le méchant qui a un hibou sur l'épaule, le vilain. La partie du corps qui est la plus développée chez lui, c'est son cerveau, parce qu'il est intelligent. Même si il manque de cœur. Voilà. Le suivant, on a le kanji de l'état d'esprit, hein, kokoro à gauche. Et à droite, j'ai exactement la même chose que là. Et ouais. Donc j'ai encore mon méchant Disney là, mon vilain. Avec mon Jafar, avec son hibou, sa chouette sur l'épaule, sur la tête peut-être. Ce kanji-là, il est assez courant parce que le verbe qui va avec, c'est nayamu. Et nayamu, ça veut dire se faire du souci.
se prendre la tête souvent. Vraiment, Nayame, première correspondance, terme de sens qui vient à mon esprit, c'est la prise de tête, prendre la tête. Voilà. Donc ça va bien aussi avec le cerveau. Hein. Si vous pensez au cerveau, là, si vous associez un peu les deux, vous dites l'état d'esprit de mon vilain, de mon méchant, là. C'est qu'il se prend la tête. C'est qu'en fait, il s'inquiète, tu vois. Ça peut être Jafar, il s'inquiète pour lui. Il n'a pas envie, de tomber en disgrâce vis-à-vis du grand vizir, sultan, je ne sais plus. Voilà. Donc, voilà. Mais Nayame, c'est de la souffrance psychologique. Et avec la lecture, non, qu'est-ce qu'on a déjà? Noran, avec Ran, le désordre. Le titre du film de Kurosawa dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Donc, on peut aussi penser que notre vilain, notre méchant, en fait, il a plein de problèmes, hein, un peu comme la sorcière dans Kirikou, hein, qui est méchante parce qu'elle a mal. Donc, ensuite, on a toujours notre hibou, notre chouette. En dessous, on va avoir falaise. Oula. Falaise. Et en dessous, j'ai un kanji qu'on n'a pas beaucoup vu. Il y avait un petit clou sur une oreille. Et oui. Et à droite, le contremaître. Ouais. Clou, oreille, contremaître, cette petite combinaison-là, ça voulait dire audacieux, osé, hein, hardi. Comment je l'avais mis? Tiens. Ouais, l'audace. Hein, l'audace. Donc j'ai l'audace, j'ai le hibou et j'ai la falaise. Ok. Qu'est-ce qui va donner tout ça? On va se faire une histoire bien tordue pour le mémoriser celui-là. Ça désigne le fait d'être strict. Vous voyez, il y a Kibishi. Hein, Kibishi, strict, sérieux. Sensei, Kibishi, il est trop dur. Hein, la dureté, la rigueur dans le caractère, dans sa façon de réagir, d'enseigner, de faire les choses. Bref, de punir aussi, bien sûr. Et on a aussi la lecture Gen qu'on trouve dans différents mots, mais un peu compliqué. Pas forcément envie de vous le dire là, mais Kibishi, voilà. Du coup, Kibishi, c'est un mot vraiment courant. Donc ça, pour le coup, ça va être quoi? N3, N4 même, vous voyez. Bon, le kanji n'est pas forcément niveau N4 lui-même. Hein. Mais voilà, c'est un bon mot à connaître. Du coup, à quoi j'avais pensé? Oui, j'avais pensé, vous savez, mon contremaître, là, mon taskmaster, je lui fais faire des choses absolument terribles, chef de corvée, donc qui était audacieux, hein, parce qu'il a un clou dans l'oreille. J'ai pensé qu'il était tellement dur avec ses élèves. Je pensais que c'était un prof, qu'il était tellement dur, tellement vicieux, tellement dur, voilà, la dureté psychologique, Kibishi, tellement sévère avec ses élèves, la sévérité aussi, c'est un bon mot pour ce kanji, il forçait ses élèves à aller faire du sport au bord d'une grande falaise, où les élèves se faisaient en plus attaquer par des hiboux. Bref, il n'est pas très sympa, hein, mon hibou, ma chouette, hein, dans mes histoires. Hein. C'est le hibou qui accompagne le vilain Disney, c'est le hibou qui mange, qui est une bête féroce, tout ça. Pas hyper sympa. Hein. Bref. Donc, vous pensez peut-être à un prof que vous avez jugé trop dur dans vos souvenirs d'école. Ensuite, là, on va avoir un kanji avec la clé des métaux, hein, la clé de l'or. Et à droite, je vais avoir quelque chose de petit, Chisai, hein, dont les traits sont un petit peu différents, mais fondamentalement, ça veut dire quelque chose de petit. Et en dessous, j'ai
un coquillage. Souvent, coquillage, c'est l'argent. Tout ça, c'est le kanji de kusari, la chaîne. Une chaîne, pas une chaîne de montagne, mais une chaîne faite avec des maillons. Donc un objet métallique. Voilà. Et pour retenir ce kanji, j'avais pensé à l'histoire des Misérables, alors de Victor Hugo, hein, mais si vous n'avez vu que le film musical ou des adaptations, ou la comédie musicale, qui est vachement bien, dedans, j'avais pensé au personnage de la pauvre Fantine qui doit vendre toutes ses possessions, déjà qu'elle n'en a pas beaucoup parce qu'elle est bien pauvre, mais pour essayer de s'en sortir une fois qu'elle a perdu son emploi au début de l'histoire. Et je pensais qu'elle devait vendre sa chaîne, qu'elle avait un petit bijou, une petite chaîne, pour... voilà, c'était son seul objet, sa chaîne en or, métallique, qu'elle devait vendre pour un tout petit peu, ou petit, très peu d'argent, très peu de coquillages, mais pour essayer de survivre encore quelque temps. Bon, la pauvre, elle a un destin cruel, mais voilà. Donc voilà, j'avais pensé à cette histoire-là. Dans la comédie musicale, à un moment, elle dit « That wouldn't pay for the chain ». Quelqu'un lui rachète un bijou à vil prix. Ça m'avait fait penser à ça. Et la lecture « sa », d'ailleurs, de ce kanji, on le trouve dans l'expression « sakoku ». Sakoku, ça veut dire littéralement « pays enchaîné ». Et bien, c'est un pays isolé. C'était notamment la politique du Japon avant qu'il s'ouvre à l'Occident. Donc pendant tout le shogunat des Tokugawa, pendant toute la période d'Edo, le Sakoku, le pays enchaîné. Voilà. Le suivant. Alors, on retrouve encore notre hibou. En dessous, on a l'outil, le bas du gu de do-gu, l'outil. Et en dessous, on a la main. Alors j'ai toujours trouvé super laid ce kanji. Je trouve affreux. Voilà, je trouve très 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 laid. Je sais pas pourquoi. Trop, je sais pas, vertical. Bref. Mais bon, j'ai réussi à le tracer, c'est déjà ça. Ce kanji, en plus au niveau du sens, bon, il veut dire lever quelque chose, soulever. Vous allez me dire, bah oui, mais on a déjà ue qui nous permet de dire ça, mettre quelque chose par-dessus. Et oui, le verbe les verbes ageru, agaru, qui veulent dire lever ou se soulever, on peut les écrire aussi avec ce kanji. On va aussi avoir... qu'est-ce qu'on a avec ce kyo déjà Kyoso. Non, pas ce kyoso. Kyoko. Non. Ouais, kyoko, le. Ouais, non. C'était pas celui auquel je pensais. Ah non. Non, non plus. J'ai un peu oublié mon vocabulaire avec ce kanji. Dont la prononciation on, vous l'aurez compris, eh bien, c'est kyo. Un kyoshu, tout simplement, lever la main. Donc moi, pour essayer de le retenir, ce kanji... Ah ben oui, kyoko. Ah oui, c'est parce que j'avais tapé kyoko, pardon. Ben non, c'est celui que j'ai trouvé. Bon, bref. Ah non, mais kyodo, pas kyoko, bien sûr. C'était à ce mot-là que je pensais. Un kyodo avec ugoku, bouger, qui veut dire le comportement. C'était pas kyoko. J'avais confondu. Donc, le comportement. Donc, et le fait de lever. Donc, lever la main. Moi, j'avais pensé à quelqu'un. Donc, j'avais fait un lien avec l'histoire du kanji comment dire, de notre prof un peu trop strict, et j'avais pensé que quand un élève levait la main, donc j'avais encore pensé à à mes hiboux qui étaient là, et que quand un élève levait la main, il leur balançait, comme il aimait pas que les élèves l'ouvrent, il leur balançait un outil dans la gueule.
il leur balançait quelque chose, voilà. Il était très, très vilain, très méchant. Voilà, voilà. Donc voilà, faire monter, lever quelque chose. J'avais encore gardé cette idée de professeur un peu trop strict, avec ses hiboux partout. Il n'y a pas dans Harry Potter un prof qui se transforme en hibou? Je me demande. Non, les hiboux, non. Ils servent à livrer le courrier. Bref. Là, on va garder le même début. Donc le hibou, l'outil, et en dessous, on va dire des choses. Dire, la clé du langage. Donc celui-là aussi, je le trouve absolument laid. Il me plaît pas du tout ce kanji, mais on va quand même essayer de le retenir. Il va se prononcer yo, comme dans Meiyo, et il représente la réputation. Meiyo, ça veut dire la gloire. Votre nom a une belle réputation, avec le na de namae, ou le mei de yume, célèbre. Voilà, donc vous avez une bonne réputation. Donc j'ai encore pensé à mon prof trop strict qui balançait avec ses hiboux partout, qui balançait des outils dans la gueule des élèves, et j'ai pensé que les élèves disaient qu'il avait une très mauvaise réputation. Voilà. Ensuite, j'ai cette fois-ci ma meute de chiens. La meute, qu'on avait vu il y a quelques temps. Oh, c'est trop gros lui. Hop, voilà, là c'est mieux. Ma meute de chiens. Ensuite, ma chouette, mon hibou. Ensuite, j'ai le vent. Voilà. Et un épi de maïs. Ouh là là. Pas facile à reconnaître, parce que là, le vent et l'épi de maïs, on a un peu l'impression que c'est un composant en tant que tel. Mais si on le distingue et qu'on reconnaît bien le vent, on a l'épi de maïs dedans. Ok. Au niveau du sens, il est pas mal ce kanji-là. C'est la chasse. Chasse. Ils disent game hunting, mais là c'est game dans le sens d'une proie. Tout seul, ça se prononce kari. Kari. Donc karu, chasser. Et on a la prononciation ryo, comme dans ryoju, qui veut dire un fusil de chasse, une arme pour chasser. Ju, c'est un pistolet. Donc, si on veut garder l'idée de la chasse, on a la meute de chiens. Donc déjà là, on a les chiens. Ok. Donc on a les chiens, on a la meute de chiens qui court après le butin. On a peut-être que notre chasseur il a tiré sur une chouette, sur un hibou, et que le hibou il est tombé au milieu des épis de maïs parce qu'il a été porté par le vent. Et donc on peut imaginer que lors de notre scène de chasse, là, les chiens courent après rattraper le hibou dans les épis de maïs parce que l'hibou sur lequel le chasseur a tiré a été emporté par le vent. Ça peut marcher. Le suivant, c'est un kanji tout bête. Enfin tout bête, c'est un kanji qu'on voit très vite. Et qu'on voit beaucoup dans les menus des restaurants. Eh oui. Je sais même pas comment vous dire. Ouais. Pour moi, c'est un kanji à apprendre en tant que tel. C'est le kanji de l'oiseau. Voilà. Le kanji de l'oiseau. Que vous dire de plus? Vous reconnaissez en bas le composant des plumes de la queue avec des plumes qu'on avait vues la dernière fois, je crois. La fois précédente. Et puis au-dessus, vous avez quelque chose qui ressemble à blanc, le trait 1. Voilà.
Donc votre oiseau, on peut imaginer que c'est une belle colombe blanche qui a des belles plumes blanches. C'est un oiseau, voilà. En termes de prononciation, on va surtout avoir tori, comme dans yakitori, parce que l'oiseau volatile, c'est aussi de la volaille, tout ça. Et on a la lecture cho, comme dans le proverbe Isseki ni cho. Enfin, c'est pas un proverbe, c'est plutôt un idiome pour dire faire d'une pierre deux coups. En japonais, c'est on tue deux oiseaux, comme en anglais, avec une seule pierre. Donc, c'est pas juste deux coups, c'est deux coups sur des oiseaux. Je balance une pierre et elle tape un oiseau, et elle tape un deuxième oiseau. Isseki ni cho. Isseki ni cho. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire nos oiseaux avec leur bouche, leur bec? Je vous le demande. Ils peuvent picorer des graines, mais ils peuvent surtout gazouiller. Et ça va être le sens du kanji que je suis en train de vous faire. Donc vous voyez à gauche la bouche, à droite l'oiseau. Et oui, le gazouillis des oiseaux. Bim, hein? Vous voyez, c'est le verbe naku, mais ça ne veut pas dire naku dans le sens pleurer, comme nakigoe. Naku, on l'a vu la dernière fois, il s'écrit différemment. Mais voilà, c'est le son des oiseaux, le son des animaux, avec la bouche et l'oiseau. Bon facile, trop facile celui-là. Suivant, il est un peu plus compliqué, mais on va quand même l'apprendre parce que c'est un beau symbole du Japon. Très beau symbole du Japon. Donc, on a d'abord une petite couronne traversée par un trait comme ça. Ouais. Vous voyez, ça ressemble pas mal au toit, mais c'est le toit au-dessus de... Oula, j'ai fait un peu n'importe quoi. De la dinde. Donc je vais essayer de le refaire complètement. Donc j'ai la couronne et la dinde. Heissig avait mis que c'était le composant du poulailler à dinde. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Bon, en tout cas, vous imaginez qu'il y a un toit au-dessus des dindes. Le poulailler à dinde, ou le poulailler, comme vous voulez. Et à droite, je vais avoir... Donc... Oh, j'ai trop mal dessiné, je refais. Désolé, je speed un peu aujourd'hui. Hop. Mais en replay, vous faites pause quand vous voulez, vous ralentissez quand vous voulez, vous êtes libre. Libre. Voilà. Donc, mon poulailler à dinde, et à droite, un oiseau. Qu'est-ce que je vais avoir dans mon poulailler à dinde? Des dindes? Mais non. Des grues. Crane. Stork, c'est pas une cigogne? C'est ça, hein? Ouais, une cigogne. Donc des belles grues japonaises qui ressemblent à des belles cigognes. C'est beau aussi une cigogne, magnifique. Ça fait un peu peur, mais c'est très beau. Voilà, donc ça se prononce tsuru. Vous allez avoir rarement d'autres prononciations que ça. Mais vous voyez, culturellement, c'est tellement important que voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, celui-là, il est traître, parce que je vais vous le dessiner, puis vous allez me dire, mais c'est le kanji de l'oiseau. On vient de le voir. Et il lui ressemble beaucoup. Mais c'est pas un petit moineau sympa, celui-là. Vous voyez, la différence avec le kanji de l'oiseau, c'est ici, au lieu d'avoir blanc, avec un trait comme ça, puis le jour, là, il n'y a pas de trait au milieu. D'accord? Et ça change tout, parce que ce kanji, c'est pas juste l'oiseau, c'est le karasu. C'est le... Comment ça se prononce en français déjà? Un corbeau, a raven. Ou crow. Karasu, vous savez, c'est une grosse source de nuisance au Japon, les karasu, les corbeaux, parce qu'ils s'attaquent aux poubelles. Enfin bon, c'est tout un bazar. Tout un bazar. Voilà.
Moi, j'ai jamais trop, je me suis pas fait d'histoire mnémotechnique, j'ai juste retenu que l'oiseau auquel il manquait un trait, c'était le corbeau, comme si c'était un peu, il voulait se déguiser en moineau sympa, mais en fait, non, c'est pas vraiment l'oiseau qu'on aime bien, le petit moineau qui gagne, c'est un gros truc machin, avec un gros bec, peut-être qu'on peut penser à la taille de son bec, hein, la bouche, là, quelque chose comme ça. Pour retenir ça. Mais vous pouvez aussi simplement retenir que l'oiseau avec un trait en moins, c'est le corbeau. Et voilà, il ne faut juste pas se faire avoir. Hein. Bien repérer qu'il lui manque un trait là, dans cette grosse case en haut. Nos petits osios, nos petits colibris, on va les retrouver dans des fleurs. Et oui, on va les retrouver en train de gazouiller dans des petites plantes, dans des fleurs. Donc on met la clé des fleurs en haut. Des plantes. Hop. Hop. Nos oiseaux dans les plantes. C'est quoi les oiseaux qui peuvent se cacher dans les plantes, hein? Ce sont des petits colibris. Voilà. Moi j'ai pensé à des petits colibris qui se cachent dans les plantes. Et qui se cachent dans quelles plantes? Haha. Et bien là, c'est des plantes grimpantes de la vigne. Vous voyez, hein, les plantes grimpantes, la vigne vierge qui monte le long des façades, par exemple, qui est très jolie, mais je crois que c'est pas très bon pour le bâtiment. Donc, je comprends aussi quand des gens doivent l'enlever. C'est pas un Juryo Kanji, c'est un Jinmeiyo Kanji. Ça se prononce Tsuta. Tsuta, la vigne. Donc bon. Vous pouvez faire la passe sur ce kanji, mais je ne trouve pas si compliqué que ça, parce que si on pense à des tout petits oiseaux comme des colibris qui se planquent, s'ils peuvent se planquer dans les plantes, enfin moi je sais pas, moi j'ai une image dans ma tête d'un mur sur lequel il y avait de la vigne, qui a ensuite été enlevé dans un très joli village en Provence. Et j'ai pensé qu'il y avait des petits oiseaux qui se cachaient dans cette vigne, parce qu'ils sont tellement petits les colibris qu'on pouvait... qui pouvaient se planquer là-dedans. Ah, et là, on va avoir une bande de 9 oiseaux. 9 oiseaux. C'est qui ces 9 oiseaux? Eh bien, ceux qui vont par 9, c'est des drôles d'oiseaux, c'est des pigeons. Hato. Moi, j'aime pas trop les pigeons. Donc, je trouve que c'est un peu une nuisance. Ils sont tous énormes, enfin bon, bref. Ils se baladent par 9. Je pensais qu'il y en avait trop, qui se baladaient par 9. Donc 9 oiseaux ensemble. Ah, c'est les pigeons qui se baladent ensemble. Ils me fatiguent. Voilà. Donc, je pensais à un gang de pigeons. Il y avait un dessin animé quand j'étais gamin où il y avait un gang de pigeons dans les Animaniacs. Bon. Trouver une manière de faire correspondre le chiffre 9 avec des pigeons. Vous pouvez penser à une bande de pigeons. Vous pouvez penser aussi à des pigeons, à un groupe de touristes qui se baladent par 9, qui se font pigeonner, peut-être. En japonais, on parle plutôt de kamo pour un pigeon, c'est-à-dire quelqu'un qui se fait pigeonner. On dit que c'est un canard. C'est marrant, hein? Le suivant. Alors, je vais avoir... le vautour. Le vautour, c'est le hibou avec un trait au-dessus. C'est marrant d'ailleurs qu'on a vu d'abord le vautour et après le hibou, mais c'est pas grave. En dessous, j'ai le mari Otto. Et à droite, je vais avoir un oiseau. Ok. Okidoki. Vautour, mari, oiseau. Tout ça, c'est le poulet. Niwatori. Ça peut aussi se prononcer parfois tori tout seul. Hein. Notamment dans yakitori, je pense qu'on va utiliser plutôt ce kanji-là, parce que c'est quand même souvent du poulet. Mais on peut utiliser l'autre aussi, hein, c'est open. Ah oui, dans Winnie l'ourson, le hibou est prof. Effectivement, hein, si vous... Maître hibou, hein, il est intelligent, il est sympa, le Winnie l'ourson. Vous pouvez aussi penser à Maître hibou pour vos histoires. Donc là, on a un vautour, le mari
et un oiseau. Et tout ça, ça donne niwatori. Niwa, c'est le jardin. Donc, niwatori, étymologiquement, ça veut dire, bêtement, ça veut dire l'oiseau qui est dans le jardin. Donc un poulet, quoi, un poulet domestique. Vous pouvez penser que votre mari, qui est devenu peut-être un peu rat, qui veut un peu faire son vautour, peut-être qu'il a, je sais pas moi, il a perdu son emploi, il est obligé de faire des économies. Il a lancé un élevage d'oiseaux dans le jardin. Donc vous pouvez penser aussi dans votre jardin, comme ça, niwatori. Si vous avez retenu que le jardin c'est niwa, ça peut marcher aussi. Il a mis un poulailler dans le jardin, et dedans, il y a des poulets. Voilà, des poulets de jardin, des niwatori. Le suivant ressemble aussi beaucoup à l'oiseau, avec une différence majeure. C'est l'oiseau, mais avec une montagne à la place des 4 petits traits en dessous. L'oiseau montagne. Et tout ça, ça nous donne Shima, l'île. À chaque fois que vous avez des lieux avec Shima dedans, comme Hiroshima par exemple, c'est ce Shima-là. Et sa lecture on, c'est To. On le trouve par exemple dans Hanto, qui est la péninsule, la presqu'île. Voilou. Shoto, l'archipel. Pas celui-là. Voilà, l'archipel. Plusieurs îles, quelques îles ensemble. Donc moi j'avais plutôt pensé à une île peut-être volcanique avec une grande montagne au milieu, un kazan, un volcan, sur laquelle il y avait aussi une île déserte, inhabitée, sur laquelle il y a plein d'oiseaux. Il y a des îles comme ça en Bretagne. J'avais le souvenir d'une île sur laquelle il y avait plein d'oiseaux, une espèce autochtone protégée. Les Bretons, on préciserait dans les commentaires si je fais pas fausse route et à quoi ça correspond. Ok, et on va voir un nouveau petit composant dans un kanji avec à gauche le jour, le soleil, et à droite ce nouveau composant qui est en fait une combinaison de composants qu'on connaît déjà. Donc j'ai mon vautour, en dessous j'ai un trait, et en dessous j'ai un ami, tomodachi. Donc si c'est plus simple pour vous de retenir 2 éléments, 3 éléments, séparés, mais en tout cas le vautour et l'ami, gardez ça, ça marche pour vous. Mais tout cet ensemble, Hayseed lui a donné un sens particulier, qui est l'oiseau migrateur. Il a même dit les canards migrateurs spécifiquement. On va déjà dire penser à l'oiseau migrateur, c'est déjà pas mal. Un oiseau migrateur, ok. Les vautours, on va dire que c'est des oiseaux migrateurs, sans doute pas vrai. Ils partent avec leurs amis et ils partent vers le soleil. Pourquoi ? Vers et c'est le sens de ce kanji, vers les pays chauds, la chaleur. Atatakai. Et oui, c'est encore un kanji pour dire atatakai. On en avait déjà vu un. Mais celui-là, c'est vraiment quelque chose une chaleur qu'on ressent qui est agréable. C'est pas atsui, c'est atatakai. C'est très agréable, atatakai. Atatakai kiroba ne. Il fait bon aujourd'hui. Et c'est le dan de danro, qui veut dire le foyer de la cheminée, ou encore danbo, qui est le chauffage à l'intérieur. Donc c'est une chaleur agréable. Ben ouais, nos oiseaux migrateurs suivent le soleil pour aller vers des pays plus chauds, pour trouver la chaleur. Et dernier kanji qu'on va voir aujourd'hui, je sais que c'est allé assez vite, mais ne vous inquiétez pas, vous y arriverez. J'ai une femme, et à droite, nos oiseaux migrateurs. Avec un trait là, et ensuite mon ami. Voilà.
Ce kanji-là, on ne le croise pas si souvent, mais si je dis pas de bêtises, c'est voilà, hein, c'est le kanji de Hime, donc Hime, une belle princesse. On en avait déjà vu un pour Hime, celui-là. Oups, voilà. Je remonte, je zoome, voilà, comme je peux. Hime. Donc là, c'est aussi un kanji pour Hime, la belle princesse, le sens très proche. Et on le trouve notamment dans le nom de la préfecture de Ehime, qui est où déjà c'est à Shikoku, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ehime-ken. C'est ici. Donc une belle femme, une princesse. Moi, il me fait un peu penser au kanji de tout à l'heure avec Sakura. Vous voyez, tout à l'heure, on avait une femme dans la forêt avec des arbres et un hibou qui se posait délicatement sur son épaule. On peut penser que les femmes dans les pays chauds où vont nos oiseaux migrateurs sont des belles princesses, quelque chose comme ça. Faire un truc sympathique, un peu bucolique, même si c'est caricatural. On peut penser à des vaïnés peut-être. Des jolies femmes dans des pays chauds. Hein? Et se dire que ce sont des belles princesses. Si toutes les femmes sont des princesses. Si vous voulez être princesse, soyez princesse. Si vous voulez pas être princesse, ne soyez pas princesse. Vous êtes libre. Voilà. Et ça, c'était le kanji 2100, les amis. Ça veut dire qu'il ne nous en reste plus que 100. Yes! Bravo à vous.